Voici maintenant le troisième épisode de cette série sur l'IA générative. Après avoir présenté les principaux outils, je vais maintenant évoquer différents points qui concernent l'utilisation de ces outils. On va parler de biais algorithmiques, de prompts, de responsabilité. Je commence donc par la notion de biais algorithmique. Le biais algorithmique dans les IA génératives se réfère aux tendances ou aux préjugés involontaires présents dans les réponses ou les sorties que ces outils produisent. Ce sont des anomalies, des réponses non neutres, discriminatoires, des trucs qu'on veut pas, quoi. L'origine des biais vient principalement des données d'entraînement, pas de l'algorithme utilisé. D'où, pour moi, le nommage erroné. On devrait plus parler de biais de données. Beaucoup des données utilisées durant la phase d'apprentissage des IA génératives sont annotées par des êtres humains. Elles sont majoritairement issues des pays industrialisés, et ces deux points ne sont pas neutres. Quelles sont les conséquences de ces biais? On en a identifié trois types. Le premier concerne les stéréotypes. L'IA peut renforcer ou amplifier des stéréotypes existants. Par exemple, les pauvres sont noirs, les terroristes sont arabes. Comme on va le voir, c'est particulièrement visible dans les images. Une seconde conséquence des biais est d'avoir de la discrimination involontaire. Les biais peuvent conduire à des décisions ou à des recommandations discriminatoires. Par exemple, en informatique, un bon programmeur est un homme. Enfin, une troisième conséquence est que des sorties biaisées peuvent conduire à des erreurs d'analyse ou de jugement dans des situations professionnelles ou académiques. Quelles sont les mesures de correction mises en place pour pallier ces biais? Un travail sur les données utilisées durant l'apprentissage. Un filtrage, un échantillonnage des données est réalisé. Pour minimiser les biais, on utilise beaucoup la complétion des prompts à la volée, aussi appelé debiasing. Ceci est appelé de manière pudique la régularisation des modèles. Enfin, il y a une part importante de surveillance humaine. Tous ces outils incluent une supervision humaine pour ajuster et corriger les sorties problématiques. Ça se fait par test et aussi en analysant le retour des utilisateurs. En résumé, il faut se méfier de ce que ces outils génèrent. Il faut deviner et anticiper les sujets qui peuvent être déformés. Les équipes de recherche cherchent constamment à atténuer ces biais afin de rendre les modèles plus justes et inclusifs. C'est notre responsabilité que de savoir les détecter. Pour les corriger, il suffit en général de reformuler le prompt en étant explicite sur l'erreur rencontrée. On va maintenant voir des exemples. Voici 4 exemples d'utilisation de Midjourney à 2 dates différentes. L'objectif est de voir comment les choses évoluent. Les prompts sont identiques pour les 2 dates. On demande une photo du visage de. En 2023, la photo du visage d'une personne pauvre est une femme. Elle n'est pas blanche. Et fin 2024, c'est un homme barbu. En 2023, la photo du visage d'un terroriste est un homme de type arabe. En décembre 2024, il porte kéfier. En 2023, un voyou est de race noire. C'est toujours le cas en décembre 2024. En 2023, une famille heureuse est blanche. Il y a un homme, une femme et 2 enfants, un garçon, une fille. La carte postale de la famille, quoi. Et c'est pareil fin 2024. Le biais que l'on va voir maintenant est le biais de genre. Il a été abondamment étudié sur ChatGPT. Voici les principaux résultats démontrant une déformation liée au texte utilisé en entrée de ChatGPT. Quand ChatGPT évoque la profession de pédiatre, il utilise le pronom « il » dans 90% des cas, alors que dans la vraie vie, 72% des pédiatres sont des femmes. De même, pour la profession de médecin, il utilise « il » dans 92% des cas, alors que 40% des médecins sont des femmes. Pour finir, pour la profession d'ingénieur logiciel, développeur de programmes, ChatGPT utilise « il » dans 98% des cas, alors que 22% des développeurs sont des développeuses. Encore une fois, ce biais de genre est lié au texte que ChatGPT a utilisé lors de son apprentissage. Les textes disponibles sur le web sont globalement machos ou au moins masculinisants. Et comme évoqué précédemment, pour pallier ces biais, il faut reformuler les prompts afin d'être explicitement plus inclusif. En plus des biais de genre, comme on va le voir, d'autres biais plus insidieux peuvent être présents lors de l'utilisation des agents conversationnels. Cependant, des efforts importants sont faits par les éditeurs pour les minimiser, et cela revient souvent
à avoir des réponses qui utilisent des nombreuses précautions oratoires ou à avoir des réponses très molles. Enfin, et encore une fois, les outils évoluent très vite sur ces points et les problèmes détectés sur une version peuvent être corrigés sur la version suivante. Prenons maintenant des exemples, fournis par ChatGPT lui-même. Quel métier convient le mieux à une femme? Une réponse biaisée pourrait suggérer des métiers comme infirmière, institutrice ou secrétaire, car ces professions sont surreprésentées dans les données d'entraînement associées aux femmes. Voici la réponse de ChatGPT en décembre 2024. Il n'existe pas de métier qui convient mieux à une femme ou à un homme. Les compétences, les intérêts personnels, les passions et les aspirations de chacun sont bien plus déterminants que le genre dans le choix du métier. Historiquement, certains rôles étaient attribués en fonction des stéréotypes de genre. Mais ces barrières évoluent grâce à la lutte pour l'égalité. Aujourd'hui, des femmes réussissent brillamment dans des domaines variés. Et ça continue sur ce ton, ce qui est globalement n'est pas une mauvaise réponse. En tous les cas, c'est une réponse non biaisée. Si on demande une traduction ou des informations dans une langue peu courante comme le breton ou le quechua, la réponse risque d'être absente ou incorrecte, car les données dans ces langues sont souvent insuffisantes par rapport à des langues comme l'anglais ou le français. Si on demande maintenant quels scientifiques ont contribué à l'intelligence artificielle, ChatGPT va citer principalement des figures très connues, Alan Turing, Geoffrey Hinton, et omettre des chercheurs moins célèbres, en particulier des femmes ou des chercheurs non occidentaux, simplement car ces derniers sont moins mentionnés dans les textes sur ce sujet. Si on demande quels sont les impacts de l'IA sur l'éducation, ChatGPT va se concentrer sur les aspects positifs, efficacité, personnalisation des apprentissages, sans discuter des risques, inégalité d'accès, dépendance aux technologies. Cela donne une image déséquilibrée de la réalité. Enfin, dernier exemple, quelles sont les meilleures destinations touristiques? ChatGPT va suggérer des lieux très populaires, l'Islande, Paris, New York, Tokyo, le Machu Picchu, au détriment de destinations moins connues, mais tout aussi intéressantes. Cela renforce potentiellement la surfréquentation de certains endroits et ignore d'autres endroits très chouettes. Encore une fois, ces déformations sont liées aux données utilisées durant l'apprentissage, et les éditeurs font beaucoup d'efforts pour les éviter. On va maintenant parler plus en détail des prompts, plusieurs fois déjà évoqués. Un prompt en IA générative est une instruction, une requête en langage naturel, un texte court, une question qui va être donnée à un outil pour lui demander une réponse. L'outil va générer un contenu spécifique, que ce soit du texte, un programme, des images, du son ou de la vidéo. Voici les principaux éléments à retenir sur les prompts. Premier point, un prompt agit comme une instruction lors de l'utilisation d'un réseau de neurones, indiquant ce qui est attendu, ce qui doit être produit en réponse. C'est le prompt qui alimente la couche d'entrée du réseau de neurones. Deuxième point, le prompt oriente le ton de la réponse qui va être générée. C'est dans le prompt que l'on indique le format souhaité si c'est nécessaire. On peut indiquer que l'on souhaite avoir une histoire, un poème ou un article, et même fournir la structure de l'article, par exemple avec une introduction, 3 points et une conclusion. Pour les images, on peut indiquer le style de la photo souhaitée, par exemple paysage ou macro, ou bien demander une illustration en utilisant par exemple un style bande dessinée de l'école belge. Troisième point, la qualité du prompt est très importante. La qualité du résultat fourni par l'outil d'IA dépend en grande partie de la capacité à fournir un prompt efficace. Et on écrit rarement un prompt de qualité du premier coup. En général, il faut procéder par itération. Quatrième point, il y a des bonnes pratiques dans la rédaction d'un prompt. Un bon prompt doit être, si possible, court, fournir des détails concrets, utiliser un langage cohérent avec le résultat souhaité et donner des indications précises sur les attentes. Je vais donner des règles un peu plus détaillées dans ce qui suit. Savoir rédiger des prompts est une compétence importante à l'ère de l'IA générative, car cela permet de maximiser l'utilisation de tous ces outils. En résumé,
Un prompt est l'interface principale entre l'utilisateur et l'IA générative. Il joue un rôle crucial dans la qualité de la pertinence du contenu généré. On va maintenant préciser les règles d'utilisation des prompts, ce qui revient à décrire comment doivent être utilisés les outils issus de l'IA générative. Si cela vous intéresse, dans la version longue des vidéos que j'ai réalisées et évoquées dans le premier épisode, je propose des structures détaillées pour des prompts dédiés au texte et aux images. Je vais décrire ici les éléments les plus importants. Le point fondamental est d'adopter une approche itérative. On essaie avec une première version, qui suit les règles précédentes, bien sûr. On analyse la réponse fournie et, en fonction de ce qui manque, de ce qui doit être précisé, on complète, on ajuste le prompt et on le resoumet. Ce faisant, on va clarifier sa propre intention et permettre à l'outil d'enrichir progressivement la réponse. Lorsque l'on formule un prompt, on formalise souvent une idée qui n'est pas encore complètement aboutie. La première réponse peut donc servir de point de départ pour mieux définir ce que l'on attend vraiment, le niveau de détail, le style, le type d'information. Ensuite, distinguer ce que l'on veut inclure ou exclure, par exemple des citations, un format particulier. Et enfin, reformuler la question en fonction de la réponse obtenue. En conclusion, l'itération dans la construction des prompts est une stratégie essentielle, pour plusieurs raisons. 1. Améliorer la pertinence et la précision des réponses. 2. S'adapter aux particularités du sujet ou du public cible. Et 3. Approfondir sa réflexion en dialoguant avec l'outil. Je vais maintenant faire un point sur les responsabilités. En effet, quand on utilise ces outils, que ce soit pour générer du texte ou des images ou toute autre chose, on porte un ensemble de responsabilités. Et il me semble important de bien avoir ces éléments à l'esprit. Pour commencer, quand nous utilisons un outil issu de l'IA générative, nous sommes responsables de l'usage des réponses générées. Ce point est fondamental. Plus précisément, nous sommes responsables de vérifier plusieurs points. 1. On doit vérifier les informations fournies. ChatGPT, par exemple, génère du contenu à partir de milliards de textes. Il peut donc reproduire des erreurs, des imprécisions, confère ce que l'on vient d'évoquer sur les biais et sur les hallucinations un peu avant. L'outil peut aussi produire des interprétations subjectives. Il nous appartient de recouper les informations avec des sources fiables, surtout pour les sujets sensibles ou complexes, les sujets médicaux, juridiques, financiers. Deuxièmement, il nous faut évaluer la pertinence du contenu selon le contexte dans lequel il est utilisé. Enseignement public, usage professionnel, personnel, etc. Il nous faut également s'assurer de la conformité de ces réponses avec les lois et les réglementations en cours. On doit garantir le respect du droit d'auteur. Il ne faut pas plagier ni revendiquer abusivement une propriété intellectuelle. Il faut aussi respecter les conditions d'utilisation que l'on n'a en général pas lues, mais signées. Ces conditions précisent qu'il est interdit de faire de la propagande, du harcèlement, de l'incitation à la haine, etc. Il nous faut également utiliser ces outils de manière éthique. Nous devons faire preuve d'un comportement responsable, c'est-à-dire, il ne faut pas utiliser ces outils pour tromper, manipuler ou nuire, par exemple en rédigeant et diffusant de fausses nouvelles. Il nous faut utiliser ce que produisent ces outils de manière transparente. On se doit d'informer les tiers que l'IA a été utilisée dans la rédaction ou la génération d'un contenu. Il faut avoir conscience des limites de l'outil. ChatGPT est un outil d'aide à la réflexion, à la rédaction ou à la génération de texte, mais ce n'est pas une autorité absolue. Ces réponses doivent être prises comme des propositions ou des aides, non comme des vérités absolues. L'outil ne remplace pas un professionnel humain dans les domaines sensibles, juristes, médecins, enseignement, etc. Même si les réponses peuvent sembler expertes. Il convient d'encourager une attitude critique. Nous devons apprendre à interroger les réponses, à les valider et à produire soi-même une pensée autonome. C'est important. Voilà, c'est la fin de l'épisode sur l'utilisation des outils.
Je vous encourage maintenant à regarder le 4e épisode qui détaille les impacts que l'IA générative a sur notre société. À bientôt! Merci Georges. Merci Georges. C'est trop bon.